Afrique Média. Le monde, c'est nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Afrique Média, la télévision panafricaine. C'est le journal africain, le sommaire. En République centrafricaine, dans le cadre du retour à la paix dans le pays, le président de la République, son Excellence, le professeur Faustin-Archange Touadéra, a donc installé le comité d'organisation qui aura la lourde responsabilité d'organiser le dialogue en République centrafricaine, un dialogue qui permettra au pays de retrouver la paix. Et puis au Mali, le Conseil de sécurité des Nations Unies menace le président malien, président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a donc prorogé les sanctions qui pesaient contre le président de la transition du côté du Mali et l'ensemble, certains membres de son gouvernement. Nous en parlerons avec vous et nos invités dans le cadre de cette édition du Journal africain. Toujours au cours de cette édition, on ira du côté du Sahel après une réunion des ministres de la Défense des pays du G5 Sahel. On s'interrogera sur la recrudescence des attaques terroristes du côté du Sahel et bien sûr les mécanismes pour en sortir. Doit-on penser à la création d'une nouvelle force? Nous en parlerons avec notre invité Larba Israël Lompo qui répondra à nos questions dans le cadre de cette édition du Journal africain. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision panafricaine pour cette autre édition du Journal africain consacrée bien sûr à l'actualité sur le continent. L'édition de ce soir, nous la débuterons par la République centrafricaine où le président de la République, son Excellence, le professeur Faustin-Archange Touadéra a donc décidé d'installer et de mettre sur pied le comité qui aura la lourde responsabilité d'organiser le dialogue national, un dialogue à l'issue duquel le pays espère enfin retrouver la paix. Michel Zili nous en dit un peu plus dans ce reportage. Le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a officiellement installé le 1er septembre 2021 le comité d'organisation du dialogue républicain. Il est composé d'une trentaine de personnalités dont des représentants des pouvoirs publics, des partis politiques, des confessions religieuses, de la société civile ou encore des experts internationaux. Ce comité devra notamment proposer un chronogramme et un lieu pour ce dialogue national qui doit permettre à tous d'exprimer ses préoccupations. Le chef de l'État a exhorté la nouvelle entité à se mettre rapidement au travail et à ne pas perdre de vue les objectifs recherchés, à savoir la pacification, la reconstruction et intégrale de la Centrafrique. Selon une source, les groupes armés, notamment la coalition des Patriotes pour le changement en abrégé CPC, pourront également participer à la discussion. D'après certaines suppositions, le dialogue national pourrait se dérouler en deux étapes. La première en RCA entre les forces vives de la nation. La seconde pourrait être organisée à l'étranger avec les groupes armés. La RCA est toujours en proie à des violences malgré la présence des casques bleus de la MINUSCA, des militaires rwandais et russes. Les rebelles de la coalition Les Patriotes pour le changement, qui contrôlaient les 2/3 de la Centrafrique, ont lancé en mi-décembre 2020 une offensive contre le régime du président Faustin-Archange Touadéra. Le dialogue national est censé ramener la paix et la sécurité dans le pays. On prend à présent la direction du Nigeria pour parler de toute autre chose, notamment cette recrudescence des enlèvements dans les établissements du côté du Nigeria, la libération récente de 3 groupes distincts d'étudiants qui avaient été enlevés dans le nord du Nigeria a donné lieu à de joyeuses retrouvailles et à l'espoir que d'autres personnes encore détenues pourraient bientôt être libérées. Quelques jours plus tard, des hommes armés ont de nouveau attaqué une école dans le nord-ouest du pays, prenant 73 nouveaux otages. Avant l'attaque de mercredi, 1 millier d'élèves avaient déjà été kidnappés dans une douzaine d'enlèvements depuis décembre et selon l'UNICEF, quelques 200 d'entre eux seraient toujours en captivité. Les responsables gouvernementaux décrivent les hommes armés qui mènent des attaques comme des bandits, mais on ne sait toujours pas quel lien les unit. Des enlèvements d'écoliers ont eu lieu dans 9 États différents et les cibles étaient aussi bien des enfants en préscolaire que des étudiants. Puis 3 groupes d'otages différents, dont 3 États distincts, l'État du Niger, de Kaduna et de Zamfara,
ont tous été libérés à moins de 24 heures d'intervalle. Pour certains, se sont alors demandé s'il s'agissait d'une coïncidence ou d'un signe que ces bandits avaient fait des liens entre eux. Les écoles sont si rares dans le Nord que de nombreux parents envoient leurs enfants dans des internats loin de chez eux, même avec une sécurité renforcée. Ces établissements scolaires sont vulnérables aux hommes armés dont l'armement s'est amélioré avec chaque paiement de rançons successifs en raison de l'insurrection qui sévit depuis 12 ans dans le nord-est du pays. L'armée nigériane a posté beaucoup moins de soldats dans les zones qui sont désormais la cible des kidnappeurs. On prend à présent la direction du Sahel pour parler de cette rencontre entre les ministres de la Défense des 5 pays du G5 Sahel qui s'est tenue du côté de Niamey, la capitale du Niger. La rencontre de Niamey a permis aux ministres de la Défense du G5 Sahel ainsi que leur chef d'état-major de redéfinir un nouveau concept stratégique de lutte antiterroriste afin de l'adapter au contexte sécuritaire actuel. Selon le ministre nigérien de la Défense, la situation sécuritaire est préoccupante dans le fuseau centre, autrement dit, dans la zone dite des 3 frontières, notamment et celle du Liptako-Gourma. Dans ces zones, les groupes terroristes du GNIM et de l'EIGS attaquent de manière indiscriminée les populations civiles et les forces de défense et de sécurité. Pour le ministre délégué à la présidence tchadienne, la zone des 3 frontières constitue un espace imprévisible à cause des soubresauts terroristes observés ces derniers temps. Ces terroristes, a-t-il ajouté, sont en liaison avec ceux de la Libye qui les soutiennent dans tous les domaines pour la déstabilisation du Sahel. Ainsi, la reconfiguration de la force Barkhane nécessite des dispositions utiles et urgentes, dit-on. Priorité doit être accordée aux actions bilatérales et multilatérales. Dans le cas de l'opération conjointe Tanli, menée par le Niger et le Burkina Faso il y a quelques semaines, l'implication des populations dans leur propre sécurisation à travers une collaboration saine et constructive entre elles et les forces de défense et de sécurité est recommandée. Il est de même pour l'implication massive des officiers brevetés issus du collège de défense du G5 Sahel dans la conduite et des opérations de ce côté. Nous sommes avec Larba Israël Lompo, expert en questions de sécurité, pour parler de cette actualité qui concerne le Sahel. Eh bien, bonsoir à vous, Larba Israël Lompo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les ministres du G5 Sahel, les ministres de la Défense en tout cas, et leurs états-majors se sont réunis dans la capitale du Niger pour essayer de réévaluer la situation sécuritaire de ce côté-là et les positions du G5 Sahel. Que peut-on en dire de plus en ce qui concerne à l'issue de cette rencontre des ministres de la Défense des pays du G5 Sahel? Bonsoir, M. Junior, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à toute l'Afrique Média, à l'équipe technique. Il faut dire que cette rencontre rentre en droite ligne de ce que nous avons toujours demandé. Vous vous souvenez qu'on avait demandé à ce que les dirigeants essaient de mettre en place une autre force qui allait s'adapter donc aux réalités actuelles donc, de la sécurité au Sahel, et surtout au niveau de la zone des 3 frontières, parce que c'est de là où se trouve tout le problème. Et donc, cette rencontre qui met en avant la priorité de mettre des actions bilatérales et multilatérales pour permettre de mener ensemble des opérations sur le terrain, sur la zone de 3 frontières, ce qui permettra de coincer les terroristes, comme nous l'avons toujours demandé, est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que c'est une première d'ailleurs que nos autorités s'asseyent entre eux sans une influence extérieure pour décider d'un nouveau paradigme donc, dans la lutte contre ce terrorisme-là. Alors, il faut dire qu'il faudrait peut-être aller un peu plus loin que la guerre avec la guerre militaire et essayer de mettre en place une autre équipe ou un autre groupement qui va associer donc des historiens, des anthropologues et aussi des sociologues pour qu'on puisse désormais non seulement suivre la trajectoire des terroristes, mais aussi anticiper leurs points de chute. Vous avez effectivement dit que cette zone est attaquée, cette zone est contrôlée par l'État islamique et par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui est dirigé par Iyad Ghali. Aujourd'hui, les deux n'ont pas les mêmes objectifs. Les objectifs diffèrent à certains niveaux. Et au début, on avait
au début de cette crise, on avait cette impression qu'il faisait tout pour avoir une capitale, prendre une capitale, surtout celle de Bamako. Aujourd'hui, les paradigmes ont changé. Ils ont compris qu'il sera difficile pour eux. Et donc, ils ont redéfini leurs ambitions montent et ils changent d'ambition au fur et à mesure que nos armées s'organisent pour les contrer. Les décisions prises dans le cadre de l'opération conjointe G5 Sahel sont bien sûr prises par les chefs d'État. C'est bien cette réunion, la rencontre de Niamey. C'était une rencontre entre les ministres de la Défense des 5 pays qui constituent le G5 Sahel et leurs chefs d'état-major. Les décisions qui seront arrêtées du côté de Niamey seront validées par les chefs d'État. Et au niveau des chefs d'État, on le sait, la France a toujours une influence forte en ce qui concerne sa présence au Sahel, également une influence dans certains pays, notamment le Niger. Est-ce que les rencontres comme celle de Niamey ne sont pas définitivement vouées à l'échec quand on sait qu'au final, ce sont les chefs d'État qui vont décider et à ce moment-là, la France aura son mot à dire? Il faut dire que l'anomalie historique dans la sécurité du Sahel, c'est cette France-là. Et aussi au sein du G5, sa présence au sein du G5 Sahel. Parce que à la création déjà du G5 Sahel, la France s'est ingérée et a paralysé les armées nationales, leur a empêché de prendre leurs responsabilités. Et toutes ces décisions se passent effectivement au niveau des chefs d'État africains. Et quand les chefs d'État africains ne sont pas capables de taper la main sur la table pour dire à la France de se tenir à l'écart, pour les laisser établir leur propre programme de défense, leur propre programme militaire pour agir sur le terrain, s'il faut toujours compter sur la France pour venir à bout de cette terroristes, ça va être très difficile. Parce qu'aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure que les ambitions des terroristes au niveau du Sahel, des deux groupes terroristes au niveau du Sahel, sont en train d'évoluer. Au début, c'était de prendre une capitale. Mais aujourd'hui, au début, c'était de prendre une capitale. Aujourd'hui, les deux groupes n'ont plus les mêmes ambitions. Le GSIM, c'est-à-dire le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, dirigé par Yak Ghali, a une autre ambition plus grande. Son ambition est de ressusciter l'empire Songhai, qui va de Gao, Moti, Tombouctou, en passant par toute la région, Gorom et toute la région de l'Est du Burkina, au Niger, en passant par Niamey, un peu vers Tirabéry, et jusqu'au Nigeria, en passant exactement au niveau donc, de Borgou, au Bénin, vers Parakou. Alors donc, leur ambition est de ressusciter cet ensemble-là qui faisait l'empire Songhai qui était dirigé par Soni Ali Ber. Et donc, la France le sait, parce qu'en 2018, déjà, le journal satirique Charlie Hebdo écrivait dans ses lignes que les populations du Sahel ont besoin de Soni Ali Ber pour rétablir cet empire-là, pour faire sortir, donc, pour permettre aux populations de l'ancien empire Songhai de retrouver sa paix et sa quiétude. Et donc, vous voyez, les ambitions de ce groupe terroriste ne coïncident pas avec les ambitions de l'autre groupe terroriste qui répondent plus aux ambitions des multinationales et des impérialistes tels que la France et les États-Unis, qui veulent rester aussi longtemps au Sahel pour contrer la Russie et la Chine, qui sont déjà au niveau du Sahel. Et donc, les chefs d'État qui vont se réunir, si la situation de l'Afghanistan n'a pas donné, ne leur a pas permis de tirer les leçons des conséquences de toujours impliquer des forces extérieures dans la lutte contre ce terrorisme-là, finiront par un jour par le regretter. Et c'est dommage que ça soit les populations civiles, les peuples qui demandent tous les jours à l'armée française de dégager, qui en paiera le plus fort. Alors donc, il faut que les populations se mobilisent pour que cette rencontre des ministres, qu'elle puisse être la même chose, elle puisse se faire de la même façon au niveau des chefs d'État pour éviter évidemment que la France s'ingère dedans pour paralyser
cette nouvelle organisation, comme elle a fait pour le G5 Sahel, qui n'a mené qu'une seule opération depuis sa création. Et quand on parle d'action multilatérale ou bilatérale, on l'a vu avec le Niger et le Burkina, leur opération qu'ils ont menée, et ça donnait plus de résultats que l'armée française au niveau donc, du Sahel ou de la MINUSMA qui est là en observation, qui ne fout rien, et bien au contraire, qui encadre, qui couvre la zone qui est occupée par les terroristes et qui endeuille donc les populations. Il est évident et il est important que nos chefs d'État réfléchissent par deux fois pour cette fois-ci prendre les responsabilités et que le cas de l'Afghanistan leur serve de leçon pour pouvoir enfin se débarrasser de la France pour une fois dans cette lutte contre le terrorisme. Merci Larba Israël Ompo d'avoir répondu à nos questions dans le cadre de cette édition du Journal africain. On reste au Sahel, mais plus précisément du côté du Mali, où le Conseil de sécurité des Nations Unies a donc prorogé et renouvelé ses sanctions à l'encontre des autorités de la transition malienne, avec en tête le président Assimi Goïta, août 2020 et mars 2021, double renversement au Mali, respectivement sur Ibrahim Boubacar Keïta et l'ex-colonel Mbandao. Le colonel Assimi Goïta, chef des militaires, s'est aussitôt mis à dos la communauté internationale. La CEDEAO est tout d'abord entrée en scène pour exiger la remise du pouvoir aux civils ainsi que le retour dans les meilleurs délais de l'ordre constitutionnel. Pour donc maintenir la pression sur les autorités de transition, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a adopté une résolution portant sanction contre des personnes ciblées, notamment les membres du Conseil national de transition. Ces sanctions tiennent à un gel des avoirs, une interdiction de voyager et une prolongation du mandat du groupe d'experts sur le Mali. Cette résolution onusienne étant arrivée à échéance, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé, dans son projet de résolution, de reconduire jusqu'au 31 août 2022 les mesures énoncées au paragraphe 1 à 7 dans la résolution 2374. Pour commenter cette actualité malienne, nous sommes avec Aboubacar Sidik Fomba, qui est président du comité scientifique du collectif des membres du CNT et porte-parole de ce collectif. Bonsoir à vous, monsieur Aboubacar. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision panafricaine. Eh bien, la nouvelle est tombée. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a une fois de plus renouvelé les sanctions contre le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et certains membres de son gouvernement. Oui, bonsoir. Donc, ce rapport du Conseil national de sécurité n'est pas du tout étonnant. Et pour nous, ce n'est que de la théâtralisation. Hein. Il faut comprendre, ils sont en train de se baser sur des éléments qui n'ont aucune importance, parce que tout simplement, les présidents élus pour satisfaire à leurs besoins en Afrique, ces présidents font des coups d'État constitutionnels, ils n'interviennent pas. On a vu Ogosabou, on a vu Sovanda, ils ne sont pas intervenus. Ce qui s'est passé au Mali n'est pas un coup d'État. S'il faut le dire, l'intervention de l'armée malienne a permis quand même d'instaurer l'ordre public. N'eût été l'intervention de ces forces armées et de sécurité, il allait y avoir une guerre civile au Mali. Et nous sommes vraiment désolés de voir le comportement des Nations Unies dans ce sens. Il y a eu des tueries les 10, 11, 12 juillet, des Maliens ont été tués. On n'a jamais vu, ils n'ont jamais pris de sanctions contre ces assassins de la République. Il est important que nous comprenions très bien, ces sanctions constituent un complot, c'est de la manipulation. Et nous, membres du collectif du CNT, nous avons dénoncé cela. Et vous comprenez aisément que depuis que les chefs d'État ont commencé à prendre l'initiative de travailler en dehors de l'armée française, qui n'est autre chose qu'une armée impérialiste pour maintenir la France-Afrique, ces chefs d'État patriotes qui se sont donné la main pour que désormais ce soit leur armée qui sécurise les territoires, cela a fait susciter beaucoup d'éléments. Et vous constatez déjà que dès l'arrivée de Assimi Goïta, il a d'abord souhaité la rélecture du traité de coopération militaire. Et la rélecture du traité de coopération militaire vise à ce que la France quitte le territoire du Mali. Nous n'avons plus besoin de cette armée et qui est au Mali à travers un traité de coopération signé par des Français au nom du Mali. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est un Français, il n'est pas un Malien. Il a signé le traité de coopération militaire
pour maintenir le Mali dans le néocolonialisme français. Et nous avons bien constaté ce traité qui est un serpent à deux têtes, dont la tête du serpent constitue le traité de coopération en tant que tel, et soutenu par l'autre serpent, l'autre tête qui constitue le traité Serval, qui autorise l'armée française à intervenir sans sanction juridique. Donc l'armée française intervient, elle tue comme elle veut. Et ce que nous constatons aujourd'hui, au même moment où l'armée malienne évolue sur le même champ que les forces Barkhane, ils tuent ensemble les mêmes personnes, mais ceux tués par la force Barkhane sont des terroristes, mais ceux tués par l'armée malienne sont des civils. Alors on se pose la question, quels critères ils ont pour faire la différence? Et ils nous ont amenés dans un accord d'Alger en imposant au peuple l'accord d'Alger comme si c'était la solution. Et vous voyez aujourd'hui, avec l'évolution de la situation, vous comprenez aisément que la signature de cet accord n'a rien à voir avec la solution au Mali. Donc les militaires ayant compris ça, ils ont décidé de récupérer l'Afrique. Donc ce qui est sûr dans cette affaire, leur rapport est nul et non avenu. Le gel des avoirs, ils vont geler l'avoir de qui? Assimi n'a rien en Europe ni en France. Nous qui sommes aussi au niveau du TNT, nous n'avons rien en France. Nous sommes de ces patriotes qui n'ont pas de compte bancaire ailleurs. Donc le fait de voyager ou de ne pas voyager, c'est leur problème. Mohamed Ousmane, dont le nom revient à chaque fois, fait partie des mouvements de l'inclusivité. Ils ont demandé, ils se sont opposés à la partition du Mali. Et c'est la raison pour laquelle on est contre eux aujourd'hui. Sinon, comment comprendre que ceux-là qui ont annoncé, qui ont demandé l'indépendance du Mali, sont traités comme des enfants patriotes, mais ceux-là qui sont contre la partition du Mali sont traités comme des terroristes. Parce que la France a fait son occupation du territoire du Mali, elle fait la policière, elle joue le gendarme, c'est elle qui peut choisir un simple citoyen comme terroriste, c'est elle qui peut aussi ennoblir le terroriste pour lui dire que c'est un bon citoyen. Dans tous les cas, ces rapports ne concernent que eux. Nous pensons que les Nations Unies doivent changer de stratégie. Ils ne peuvent pas tout le temps nous imposer leur manière de faire en sorte qu'ils ne songent pas à la souffrance du peuple. C'est eux-mêmes qui sont les commanditaires des coups d'État en Afrique. Parce qu'ils soutiennent les projets des présidents qui font des coups d'État constitutionnels par manipulation institutionnelle. Ils les soutiennent dans leur violation des textes. Cela est frappant dans tous les cas. Maintenant, nous avons dénoncé seulement leur manipulation. Nous pensons s'il y a droit de l'homme aujourd'hui, ça doit agir pour annuler le traité de coopération entre le Mali et la France, qui fait que la France est protégée juridiquement, même quand elle tue des Maliens. C'est le cas des 11 militaires qui ont été tués. La France s'est excusée pour dire que c'est des erreurs. Le cas de Boni est là. Nous pensons aujourd'hui qu'ils doivent éviter d'être sélectifs dans la gestion des pays africains. Les Africains, nous, on a compris aujourd'hui, nous prenons notre destin en main. Voyager ou pas, si vous voyez qu'ils prennent des sanctions aujourd'hui parce qu'on est un pays, nous sommes à la reconstruction de notre pays. Et Assimi Goïta a eu le courage d'annoncer et de comprendre, d'aller dans le sens de la reconstruction du Mali. Les Maliens en ont fiers aujourd'hui. Mais leurs commanditaires, les hommes politiques fabriqués par eux, qui sont à leur sol, peuvent raconter n'importe quoi. Maintenant, les Maliens sont contents. Nous voyons que nous sommes en train de respirer. Mais comme nous avons vu l'annonce qui a été faite, il faudrait que les chefs d'état-major, que ce soit du Tchad, du Niger, du Burkina Faso, qui se donnent la main. L'Afrique n'a plus besoin de la France sur son territoire. On ne veut plus de cette France-Afrique qui nous maintienne dans le néocolonialisme. On ne veut plus de la France, de la présence de l'aménagement, qui s'inscrit dans la logique de la charte de l'impérialisme, qui protège nos ressources et non les personnes humaines. Voilà que nous pensons que ce rapport est non-événement et nous avons dénoncé. Peut-être eux peuvent penser que c'est des sanctions. Pour nous, la route tourne normalement au Mali et nous soutenons les autorités de la transition. Et en tant que membre du Conseil national de transition, nous sommes conscients des événements qui sont en train de se passer. C'est pour cela que nous avons commencé déjà à traquer ceux-là dont les noms sont cités dans les rapports de délinquance, qui ont une grande part de responsabilité de la destruction du pays. On va d'abord régler cette situation parce que sans justice, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Et nous agissons pour que notre armée soit une armée souveraine, pour que la France ne parle plus au nom du Mali. C'est à nous de discuter avec toutes les puissances selon ce qui nous arrange et non ce qui nous impose.
Monsieur Aboubakar Siddiq d'avoir répondu à nos questions. Merci de nous avoir apporté vos éclairages. Je rappelle, vous êtes le président du comité scientifique du collectif des membres du CNT. Vous êtes d'ailleurs le porte-parole. Merci à vous, monsieur Aboubakar. Merci beaucoup. On quitte le Mali pour prendre la direction du Sénégal à présent. Le pays est engagé dans un processus électoral. À la suite de ce processus, on a longtemps parlé d'une possible alliance de l'opposition sénégalaise. Le sujet relatif à la création de la grande coalition de l'opposition continue de défrayer la chronique au Sénégal, alors que le lancement de la formation politique était prévu pour l'après-midi de ce 2 juin. Un communiqué du parti de l'ancien président Abdoulaye Wade vient remettre en cause l'unité au sein de la dite coalition. En effet, on retient du document rendu public par le porte-parole Tafsir Tchod du Parti démocratique sénégalais que la formation politique n'était pas au courant du lancement de la coalition. Sans en être informé officiellement, le PDS a appris qu'une cérémonie de signature était prévue ce jeudi 2 septembre 2021, alors que jusque-là, des points de désaccord signalés par plusieurs partis subsistent et n'ont pas été résolus, indique le communiqué. Le PDS constate plusieurs jeux dans l'ombre ainsi que des détours et subterfuges inutiles qui plombent toute initiative de cette nature, a poursuivi le porte-parole du Parti démocratique sénégalais dans le communiqué, rappelant que selon les informations qui avaient pourtant été relayées sur cette coalition de l'opposition au Sénégal, le parti d'Abdoulaye Wade était parmi les grandes formations politiques de l'opposition ayant fondé la dite coalition. La formation regroupe en effet le PASTEF d'Ousmane Sonko, le PDS, le PUR et le Taksaou Sénégal. Nous sommes avec Abdoulaye Mbo pour parler de cette coalition de l'opposition sénégalaise. Bonsoir, cher ami Abdoulaye Mbo. Merci d'avoir accepté notre invitation une fois de plus. Eh bien, le PDS semble claquer la porte de ce qui s'annonçait déjà comme une coalition de l'opposition sénégalaise. Bonsoir à vous, Junior. Heureux de vous retrouver sur le plateau de la télévision panafricaine. Je dis également bonsoir à tous vos téléspectateurs. Effectivement, comme vous l'avez annoncé, le Parti démocratique sénégalais, formation politique du président Abdoulaye Wade, justement, a décidé de ne pas participer justement à ce qu'on appelle la grande coalition de l'opposition, qui regroupe par ailleurs le président Ousmane Sonko de PASTEF, le Tahaou Sénégal de Khalifa Sall et d'autres formations politiques, et également le mouvement comme de M. Bougane Gueye Dany, qui est également promoteur de presse privée. Donc aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, cette grande coalition sans le Parti démocratique sénégalais, est-ce qu'elle sera réellement une grande coalition? Parce qu'il faut le rappeler, en dehors du Parti socialiste, qui aujourd'hui fait partie intégrante de la coalition au pouvoir, la coalition Benno Bokk Yakaar, il faut rappeler que le Parti démocratique sénégalais est l'une des plus vieilles formations par Maître Abdoulaye Wade, mais également ayant fait 26 ans au pouvoir et 26 ans dans l'opposition et 12 ans au pouvoir. Donc, en termes de leadership, aujourd'hui, aucune coalition de l'opposition ne peut véritablement aller de plein fouet pour atteindre l'ensemble de ses objectifs sans le Parti démocratique sénégalais. Il est aujourd'hui regrettable, justement, que l'on assiste à un retrait du Parti démocratique sénégalais qui pourtant était annoncé comme partie intégrante, justement, de la grande coalition au départ, regroupant 4 formations politiques, dont justement cette formation politique. Maintenant, pourquoi et comment justement en est-on arrivé là? Il faut également rappeler qu'à côté, le Parti démocratique sénégalais a des alliés naturels tels que AJ-PADS de Mamadou Diop Decroix, la convergence démocratique de Bokk Gis Gis du président Pape Diop, qui a été pratiquement pendant 10 ans le dauphin constitutionnel du président Abdoulaye Wade. Donc, cette opposition est en train de s'organiser, mais à côté également, il y a d'autres coalitions qui commencent à prendre forme. Mais il faut rappeler qu'au Sénégal, nous avons cette habitude de voir, en tout cas des partis, prendre leur distance par rapport à la formation de coalition dans l'opposition, parce que les partis politiques de l'opposition ont l'habitude de parler de l'essentiel, mais ne se retrouvent jamais autour de l'essentiel, si l'on sait que ces élections départementales et municipales sont d'un enjeu crucial énorme, considérées comme des primaires en direction des élections législatives. Donc, il faudra impérativement que ceux-là qui sont dans la grande coalition puissent poursuivre les pourparlers avec le Parti démocratique sénégalais et essayer justement de le convaincre afin justement qu'il revienne à de bons sentiments et par rapport justement à l'approche politique.
Bien, Abdoulaye Mbo, vous avez coutume de parler de l'importance des élections locales en prélude aux élections présidentielles du côté du Sénégal. Est-ce qu'avec le retrait du PDS, de cette coalition de l'opposition sénégalaise, les chances de cette opposition-là sont grandement hypothéquées à l'élection présidentielle à venir du côté du Sénégal? Alors, il faut dire que cette coalition ne pourra pas aller ensemble, justement, à l'élection présidentielle. Parce que, comme on a l'habitude de dire dans un jargon purement sénégalais ou même africain, écoutez, des pays ne peuvent pas partager le même enclos. Donc, il risque d'y avoir bruit. Même cette coalition de l'opposition peut véritablement s'avérer être véritablement un fer de lance par rapport, justement, à ces élections municipales, mais également aux élections législatives, pour permettre à l'opposition, en tout cas, de créer justement un équilibre au niveau de la représentation nationale. Maintenant, ce qu'elle pourra faire, c'est véritablement faire bloc pour empêcher une troisième probable candidature du président Macky Sall. Mais, quoi qu'on puisse dire, il y a énormément de présidentiables dans cette opposition. Et il faut rappeler que M. Ousmane Sonko, quoi qu'il puisse arriver, sauf extraordinaire, sera candidat à l'élection présidentielle, mais également tout comme les autres leaders autour justement des différentes coalitions qui sont en train de se former. Donc aujourd'hui, la coalition principalement de cette opposition, c'est véritablement un souhait par rapport à une majorité de Sénégalais qui souhaiteriez voir justement cette opposition. Pourquoi? Parce qu'il y a la jurisprudence de 2009. Parce que lorsque le président Abdoulaye Wade était au pouvoir, l'opposition s'était regroupée autour d'une même coalition. Et en 2009, cette opposition avait réussi à basculer justement les résultats en gagnant pratiquement toutes les grandes villes du Sénégal. Donc, cette victoire, véritablement, a déterminé les résultats en 2012 et qui ont justement mené à la chute du président Abdoulaye Wade. Donc, ces élections municipales et départementales étant les dernières avant 2024, on se dit, ici au Sénégal, si par extraordinaire l'opposition arrivait à se regrouper et gagner justement l'essentiel des grandes villes de Dakar, c'est que cette opposition véritablement montrera qu'elle peut effectivement devenir majoritaire à l'Assemblée nationale et imposer la cohabitation au président Macky Sall, mais également aller dans le sens de se dire que nous avons tous les moyens de remporter la présidentielle, quel que soit par ailleurs le candidat qui sera en face à la présidentielle de 2024. Donc les enjeux sont énormes, mais on se demande si cette opposition est assez consciente véritablement des enjeux actuels, parce qu'en réalité, d'aucuns disent que certains de l'opposition jouent le rôle du pouvoir, est-ce vrai, est-ce faux, mais quoi qu'il en soit, le président Macky Sall est un bon tacticien en politique, parce qu'à un moment donné, quand même, il avait réussi à réduire l'opposition à sa plus simple expression. Donc, il a fallu les événements de mars dernier pour que l'opposition, véritablement, puisse reprendre du poil de la bête et se montrer à nouveau debout et se donner les moyens, en tout cas, d'aller vers des regroupements ou sinon un regroupement, parce qu'il ne faut pas dire que c'est définitif, parce que les élections, c'est en janvier 2024 et cette opposition peut véritablement continuer les pourparlers, continuer les médiations et essayer justement de convaincre les uns et les autres de se retrouver autour d'un même pôle pour pouvoir en tout cas se donner les moyens de pouvoir, en tout cas pas totalement gagner, mais en tout cas gagner des grandes villes telles que Dakar. Merci à vous, cher ami Abdoulaye Mbo, d'avoir répondu à nos questions dans le cadre de cette édition du Journal africain. Nous sortirons de ce journal par une information qui nous vient du Soudan du Sud, le pays étant grandement touché par la pandémie du coronavirus. L'oxygène se faisait de plus en plus rare de ce côté-là. Les autorités du côté du Soudan du Sud ont donc décidé de la création d'une usine qui permettra aux médecins du côté de Djouba de parfaitement soigner les malades du Covid-19. C'est un reportage que signe également Manuel Essike. Le Soudan du Sud a commencé à produire de l'oxygène suite à la construction de la première usine d'oxygène du pays à l'hôpital universitaire de Djouba, grâce à un financement du Fonds africain de développement. L'usine a été construite par le gouvernement pour aider le secteur de la santé à lutter contre le nouveau cas de Covid-19 et le manque de matériel. Avec une capacité de production de 2500 litres par jour et la capacité de remplir environ 72 bouteilles d'oxygène de type D par jour, l'usine sera un centre de production et d'approvisionnement centralisé pour les sites éloignés. L'équipement comprend 240 cylindres
et 4 ans de services et d'accessoires. Le coût du projet d'usine d'oxygène de 980 000 $ comprend l'achat et la construction d'une installation pour abriter l'usine. La ministre de la Santé du Soudan du Sud, Elisabeth Achoui, a déclaré que l'installation de l'usine était une bonne nouvelle pour la nation et renforcerait la préparation du pays à l'oxygène en prévision de la 3e vague de Covid-19. Selon elle, le pays n'importera plus d'oxygène des pays voisins, ce qui signifie que l'oxygène sera fourni aux installations à temps et que davantage de vies seront sauvées. Fin de papier. Reportage que nous refermerons cette édition du Journal africain. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui a travaillé pour sa réussite. Restez sur Afrique Média car nos programmes se poursuivent. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ulrich Lunga dans le cadre de l'émission Afrique Santé. Par la suite, ce sera au tour de Fabrice Ndoum et tous ses invités de vous entretenir dans le cadre de l'émission Africa Foot. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une autre édition du Journal africain. Il sera bien sûr 19h heure de Malabo. Mesdames, Messieurs, bonsoir.